bonjour John. Bonjour Nathalie. Bonjour Alain. Bonjour Nathalie, très bien et toi? Bon, ça va. Alors aujourd'hui, on reçoit une personnalité que j'apprécie énormément dans le monde du maritime. On reçoit qui, John? Exactement, donc nous avons le plaisir de recevoir Mathieu Detigny, qui vous êtes exécutif vice-président Industrials and Commodities chez Bureau Veritas, après avoir dirigé effectivement pendant plusieurs années la division marine et offshore du groupe. Alors vous êtes ingénieur de formation, vous êtes diplômé de Centrale Supélec et de l'École nationale supérieure maritime. Vous avez effectué toute votre carrière au sein de Bureau Veritas aujourd'hui en France, comme à l'international également. Vous avez occupé des responsabilités qui étaient majeures en Europe, en Amérique du Nord aussi, en Asie. Et puis, vous avez accompagné les transformations profondes du transport maritime, de la mondialisation des échanges aujourd'hui, de la transition énergétique, digitalisation des navires et l'évolution du rôle des sociétés de classification. Voilà, donc dans un contexte aujourd'hui où la mer est un enjeu au cœur aujourd'hui, enfin, c'est vraiment le sujet principal de la chaîne logistique mondiale et des enjeux climatiques également, des équilibres géopolitiques. Votre regard est particulièrement aujourd'hui précieux dans cette émission pour comprendre les mutations en cours, et nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui dans La Vie et la Mer. Et j'ai une toute première question sur la norme ISO 20121. Non, c'est une petite blague qu'on s'est fait au début, dans du tout. Voilà, donc on est ravis de vous avoir. Et la première question revient à Nathalie. Avant de poser une question peut-être intime, moi j'aimerais bien, Mathieu, que tu puisses nous dire mais qu'est-ce que c'est que Bureau Veritas et qu'est-ce que c'est qu'une société de pacification? Je crois que la meilleure réponse, c'est peut-être de rappeler les origines de Bureau Veritas. C'est une société qui a été créée en 1828, donc bientôt 200 ans, où en fait les transporteurs de marchandises faisaient face à un certain nombre d'anomalies, de déficiences à bord des navires, et donc il y avait des polices d'assurance avec des montants assez exorbitants. Donc ils ont décidé de créer une équipe d'experts pour améliorer la condition des navires et réduire le nombre d'accidents, de pannes, etc., etc. Au fur et à mesure des années, donc ces équipes ont été développées et se sont dit, mais on va peut-être finalement prendre notre indépendance. D'où la création donc, de Bureau Veritas à Anvers, à l'époque. Et c'est une société donc, qui s'est développée au fil des ans, d'abord dans le secteur maritime, donc pour apporter un degré de confiance à la fois sur la conception et la fabrication du navire, donc vérifier les plans, vérifier les étapes de construction du navire, et ensuite sur l'opération du navire, donc à travers un certain nombre de visites périodiques ou occasionnelles, c'est nécessaire. Ça a été donc le core business donc de Bureau Veritas jusqu'aux années 1970, où le groupe a décidé de se diversifier. C'est vrai qu'on assurait de la conformité au niveau des navires, mais pourquoi pas le faire dans l'aviation, dans les transports terrestres, voire au-delà dans l'industrie de façon générale. Donc, il y a eu une diversification à travers des acquisitions et donc une croissance du groupe assez importante parce que moi-même, j'ai rejoint le groupe en 1994. À l'époque, le chiffre d'affaires devait être de l'ordre de 300 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est plus de 6 milliards. Oui, c'est énorme. Nous étions 5 000 personnes. Aujourd'hui, nous sommes plus de 80 000 personnes. Donc, ça vous donne un peu une idée donc, de cette croissance qui a été quand même assez fulgurante. Aujourd'hui, société privée, donc listée à Paris. Nous sommes dans le CAC 40 depuis l'année dernière. Et donc, présent dans l'ensemble des marchés que vous pouvez imaginer. Donc, pas uniquement le maritime, qui aujourd'hui représente à peu près 10% donc, de l'activité globale du groupe, même si le maritime reste, j'allais dire, le DNA du groupe en termes d'activité. Donc en fait, ce qu'on peut comprendre, ce qu'on doit comprendre, c'est que quand on sort un bateau, il faut qu'il soit classé ou en tout cas il faut qu'il soit référencé. Et en Europe, vous avez des concurrents. Comment ça se passe avant de revenir sur ma question intime? Je pense que vous êtes complètement clé et c'est important de comprendre effectivement comment, quand on décide de sortir un bateau, puisqu'on reste dans le monde maritime, qu'est-ce qu'il faut pour effectivement pouvoir l'exploiter. Tout à fait. Un navire, pour être exploité, Nathalie, il doit pouvoir donc être associé à une third party
Et donc, pour justifier la bonne condition du navire et l'assurer, il doit être classé. Classé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le navire doit répondre à un certain nombre de critères réglementaires. Et ces critères réglementaires sont la propriété de la société de classification. C'est-à-dire que la société de classification a développé ses propres référentiels. Et on parle de classification, alors que lorsque les référentiels ne sont pas la propriété de l'entreprise, mais par exemple, c'est une convention internationale, là on parle de certification. Donc il y a bien une distinction entre classification et certification. J'insiste parce que classification, ça veut dire règlement Bureau Veritas ou règlement d'un concurrent, et je vais y venir. C'est un peu le goodwill de la société, parce que ça a été créé depuis 1828, donc 200 ans. Ça a évolué au cours des années, lié aux différents cas de figure qu'on a pu rencontrer, lié aux analyses de risque qui ont été faites ici et là, etc., etc. Donc c'est vraiment un enrichissement permanent, j'allais dire, de cette base réglementaire. Et aujourd'hui, il y a des volumes assez importants. Et il y a un paysage concurrentiel, absolument. Nous sommes à peu près une dizaine sur le marché, mais néanmoins, on partage un minimum d'exigences techniques tous ensemble pour éviter des concurrences, j'allais dire, déloyales et maintenir une qualité constante. Et c'est un peu l'aspect international de notre activité. 10 au niveau international. Oui. Et pour éviter justement ces écarts de critères réglementaires d'une société à l'autre, il y a une association qui a été créée dans les années 1970 qui s'appelle l'Association internationale des sociétés de classification. Et l'objectif de cette association, c'est d'éditer un minimum d'exigences communes, donc applicables par chacun. Et après, chacun peut se différencier en ajoutant ici et là d'autres réglementations supplémentaires. Merci Mathieu. Alors, petite question très personnelle. Ton premier souvenir avec la mer, avec le milieu maritime, est-ce que tu peux nous le partager? Je peux, mais ça ne va pas me rajeunir. Très tôt, j'ai eu envie de partir dans le secteur de la marine marchande, ce qui n'était pas évident pour quelqu'un qui vient de l'Est de la France. Quand vous parlez de la marine, c'est surtout la marine nationale, tout de suite présent à l'esprit. Et donc, ça a été, je pense, mon premier embarquement d'élève officier de marine marchande. J'étais très impressionné parce que du jour au lendemain, vous vous retrouvez au milieu de l'océan. L'océan qui, un jour, peut être une mer d'huile, ce qu'on appelle une mer d'huile, une mer plate, et le lendemain, une mer déchaînée, quoi. Et je trouve que d'être livré comme ça, seul, complètement indépendant de la Terre, c'était quelque chose d'assez extraordinaire à vivre. Ça m'a vraiment beaucoup marqué et confirmé cette vocation professionnelle vers le maritime, oui. Merci. On va attaquer le jeu de questions. Mais tout à fait, avec grand plaisir. Alors, on parle souvent effectivement du maritime comme un simple mode de transport. Et est-ce qu'aujourd'hui, il est devenu une infrastructure stratégique, je pense qu'on peut le dire, de la supply chain mondiale? Là, je vais lui répondre à 200%. Ah, bon. Il y a différents éléments, je pense, importants dans le milieu maritime. Le premier, c'est que c'est un élément extrêmement compétitif par rapport aux autres moyens de transport. Si vous comparez avec les transports terrestres ou les transports aériens, si vous rapportez le coût de la marchandise au mile ou au kilomètre et à la tonne, le secteur maritime est le plus compétitif. Si vous comparez avec le routier, c'est 3 à 5 fois plus élevé dans le cas du routier. Avec l'aérien, là, on dépasse les 50 fois. Ah oui. Il n'y a pas de commune mesure. Ça c'est le premier point. Ensuite, il y a toujours dans le secteur maritime, il est compétitif, mais aussi il est résilient. Il est extrêmement résilient. Et là, j'ai une bonne anecdote à partager avec vous. Quand j'ai pris le leadership de l'activité maritime du groupe, c'était juste au moment du Covid. Pas de chance, parce que c'était un enjeu à apprécier et à gérer. Mais pendant cette crise du Covid, l'activité maritime du groupe était la seule activité avec une croissance organique positive. Okay. Il faut le faire quand même. Ah, c'est fou. Et c'est pas que Bureau Veritas, je pense. L'ensemble des industries dans le monde n'avaient pas de croissance organique positive, quoi. Excepté le milieu maritime. Et c'est vrai, les navires ne se sont pas stoppés, quoi, pour longtemps. Heureusement.
Heureusement, sinon le monde s'arrêtait. Le monde s'arrêtait. Oui, parce qu'ils ont été chez eux, ils commandaient, etc. Donc c'est ça, effectivement. Ce qui a fait ensuite l'activité des porte-conteneurs très soutenue après le Covid. Il y a eu un appel énorme, effectivement, pour tout ce qui est équipement mobilier et autres. Donc ça, c'est l'aspect résilience qui est important. Et peut-être le troisième élément que j'ai en tête, donc c'est une activité extrêmement globale, internationale, et de ce fait, on a une certaine standardisation pour permettre à un navire d'être reconnu entre un pays A ou un pays B, là où il va faire escale. Donc, on a quand même réussi à mettre une certaine uniformisation, j'allais dire, des processus, des pratiques, etc. Et ça, c'est le crédit de l'OMI, quelque part. Et je ne suis pas certain qu'on ait ce genre de schéma dans beaucoup d'industries aujourd'hui dans le monde. Donc, j'allais dire ces trois éléments. Vraiment, la compétitivité, la standardisation, quelque part, internationale. Et le troisième, c'est la résilience. Monsieur de Teny, on m'a dit que vous décriviez le navire comme une usine flottante. Alors, il faudra peut-être nous en dire un petit peu plus là-dessus, parce que des fois, on parle des bateaux-usines, donc il faut faire attention, mais quel est le concept derrière? Et puis, qu'est-ce que cela change concrètement pour vous dans la manière de concevoir et d'exploiter ces flottes? Quelles sont les incidences de ce concept? Alors, c'est vrai que c'est une image que je m'étais donnée à l'époque, mais ce qui peut justifier aussi pourquoi je suis rentré dans la marine marchande, c'est quand vous regardez les thèmes de formation, vous faites un peu de tout. Vous êtes généraliste, mais vous êtes capable donc, de faire un point d'étoile. Et à l'époque, le GPS n'était pas complètement répandu. Donc, il fallait manier le sextant. Donc, il fallait savoir faire des mathématiques, de l'astronomie. Pour autant, il fallait savoir changer une chemise ou un piston dans la salle des machines. Donc, il fallait avoir une connaissance, j'allais dire, technique, mécanique, résistance des matériaux assez approfondie quand même. Il faut être capable d'opérer un membre d'équipage ou un officier, je ne sais pas, un appendicite ou n'importe quoi. Bien sûr. Donc, c'est vraiment, j'ai cette pluridisciplinarité qui m'a vraiment attiré et qui fait que finalement, ce navire, il doit être capable de créer son eau de consommation, il doit être capable de générer son électricité, il doit être capable de transporter une cargaison. Donc, c'est un peu une usine, quelque part, qui a une autonomie, qui produit quelque chose et qui ensuite le délivre. Et c'est un peu l'image du navire aujourd'hui. Donc, c'est cette usine flottante qui est vraiment l'image que je porte sur cette activité. Mais une usine qui doit se remettre en cause, j'allais dire, énormément et surtout aujourd'hui, parce qu'on vit une transformation. Il y a la décarbonation, il y a la digitalisation, il y a aussi, alors, le troisième D, j'allais dire, parce qu'on parle de décarbonation, de digitalisation, mais j'allais dire aussi la diversification, le DEI, Equity, l'Inclusion, qui est un enjeu majeur également pour le maritime. Et là, donc, on parle des équipages, la gestion des équipages, l'attraction du laitier, qui sont des vrais enjeux aujourd'hui. Si vous regardez l'expansion de la flotte mondiale, qui est quand même en bon train, on a un sujet. Et c'est un sujet que j'ai moi également en tant que société de classification, c'est le recrutement d'experts pour faire face à ces commandes. C'est un enjeu partagé par les différents acteurs. Si il y a derrière ton propos, Mathieu, il y a plein de questions qui arrivent. Alors, on parlera de décarbonation tout à l'heure, on parlera de l'OMI et puis ce qui va se jouer dans les prochains mois. Mais avant ça, je sais que dans quelques semaines, on va dire ça comme ça, il va y avoir un comité France du Bureau Veritas. Sans rien révéler, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler quelles sont les tendances aujourd'hui des bateaux? Est-ce qu'on est sur des grands modèles, sur des grands volumes, notamment sur les porte-conteneurs? Parce que le trafic maritime a été très perturbé. Bon, depuis 3 ans, les routes ont changé, les difficultés, on les connaît actuellement. Comment tu vois le marché aujourd'hui de la cargaison? Est-ce que c'est des grands volumes, des petits volumes? Puis avant de parler de décarbonation, où ça fera le lien entre les deux, peut-être nous faire un état des lieux, parce que je pense que c'est important aussi de préciser que depuis des années, les entreprises, les grands groupes, mais aussi les banques,
investissent sur la décarbonation. Et ça doit être en lien avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale. On ne peut pas disjoindre la partie investissement qui a été installée depuis des années. On ne parle pas de financement, on ne va pas parler de taxe au tonnage pour l'instant. On est vraiment sur un chemin qu'ont démarré les entreprises avec le Bureau Veritas depuis pas mal d'années. Donc, c'est assez intéressant de remettre en relief ce que le Bureau Veritas a fait avec l'ensemble des grands armateurs depuis quelques années. Non, c'est une très bonne question, hein, Nathalie. Je crois que si on regarde avec un peu de recul la flotte mondiale aujourd'hui, la moyenne d'âge, c'est entre 15 ans et demi et 16 ans. Ce qui est quand même un certain âge pour un affréteur, digne de ce nom, qui veut éviter quelque part, je veux dire, les difficultés intempestives liées à l'âge du navire. Donc, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu de renouvellement de la flotte qui explique quelque part le carnet de commandes d'aujourd'hui, hein, qui est relativement important. Et par ailleurs, il y a un besoin de verdissement de la flotte. On parlera de décarbonation tout à l'heure. Et il y a quand même deux enjeux importants qui fait qu'aujourd'hui, on a une dynamique de marché dans la construction neuve, et c'est quand même le nerf de la guerre, hein. Il y a beaucoup de commandes aujourd'hui. Il y a, voire même une saturation des chantiers jusqu'à 2028. Ça devient compliqué de trouver des slots disponibles avant. Donc, quand vous commandez un navire et vous vous dites la livraison sera au-delà de 2028, il faut quand même avoir une bonne visibilité, quoi. Et les reins assez solides, quoi, pour commander les navires, hein. Donc ça explique cette dynamique de flotte. On a eu cette globalisation pendant beaucoup d'années qui a justifié des gros tonnages pour des économies d'échelle, des conteneurs jusqu'à maintenant 24 000 TEU, ce qui est quand même gigantesque, parce qu'il y a 10 ans, on considérait qu'au-delà de 10 000, techniquement, ce n'était pas possible. Donc la science a beaucoup contribué de ce point de vue-là, c'est important. Juste pour passer un message sur l'importance des ingénieurs dans nos métiers. Aujourd'hui, on constate quand même une tendance à la régionalisation, la souveraineté, etc., etc. Est-ce qu'on peut imaginer que les tailles de navires, les prochains navires, sont plus réduites? Je ne crois pas personnellement, parce que ça reste un métier quand même très international. C'est une intuition, après l'avenir nous le dira, hein. Mais néanmoins, quand vous avez des gros navires, des gros tonnages, ensuite, vous avez besoin d'accéder à des ports plus petits qui ne peuvent pas accueillir ces gros navires. Donc, on a ce qu'on appelle des hubs, hein, de l'industrie maritime. Et donc, vous avez besoin également de navires de petite et moyenne taille pour assurer, j'allais dire, les livraisons finales, quoi, hein. Aujourd'hui, dans les tailles de navires plus petits, on commence à avoir des niveaux de commande élevés dans les navires cargo, dans les navires, j'allais dire, utilitaires, les navires spéciaux. L'offshore redémarre, le transport des équipages, par exemple, pour assurer le mouvement d'une plateforme d'un endroit A à un endroit B. Donc, l'activité aujourd'hui, elle est assez générale sur l'ensemble des petits, moyens et gros navires, pour répondre à ta question, quoi. Ouais. Alors, pour ceux qui nous écoutent, tu as parlé de porte-conteneurs XXL, parce que 24 000 boîtes, hein, donc 24 000 conteneurs, hein, une boîte égale un conteneur, c'est énorme. Et moi, je me souviens, il y a quelques mois, quand on a retranscrit ce que ça voulait dire 24 000 boîtes sur du ferroviaire, c'est un train de fret qui fait 350 km de long. Mais s'ils le disent. C'est pas. Et ça montre l'importance du transport maritime. Je dis un porte-conteneur, 350 km de long. Donc, c'est énorme. Et on rappelle, et là, j'arrive sur des questions sur la décarbonation, évidemment, mais on peut rappeler que le transport maritime, c'est quand même le transport qui carbone le moins à la tonne, on le redit. Donc, c'est moins de 3% à la tonne. Et donc, j'arrive sur l'OMI, les travaux de l'OMI, comment ça se passe, comment ça va se passer. J'ai échangé il y a quelques heures avec la direction de la DG AMPA qui va commencer à rediscuter avec nos alliés à l'OMI de la position des alliés face aux États-Unis, puisqu'on rappelle que les États-Unis, l'année dernière, au mois d'octobre, ont stoppé les accords de décarbonation avec les objectifs
qui étaient cités, qui sont assez drastiques. Côté Bureau Veritas, nous, on continue. Enfin, j'imagine qu'on continue, on décarbone. Comme on l'a dit, les entreprises ont leur stratégie d'investissement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, ou on va pas se laisser intimider par les Américains? Moi, je crois que déjà, il y a plusieurs aspects dans la décarbonation. Il y a d'une part, je vais dire, les fuels verts. Oui. Donc là, il y a des travaux sur ces sujets. Il y a des cas pilotes aujourd'hui. Mais c'est quand même très connecté à la disponibilité du carburant vert, d'une part, et ensuite au coût Oui. de ce carburant. Ça va arriver. Encore une fois, on a des cas pilotes, donc on a tous bon espoir qu'à un moment donné, il y aura une vraie transformation. Mais en attendant, on a d'autres mesures, je pense, immédiates pour contribuer à cette décarbonation. La première, c'est, j'allais dire, l'efficacité énergétique que vous pouvez faire à bord. Et là, il y a multiples mesures possibles, soit associées à votre définition de la carène du navire, soit l'optimisation des consommateurs à bord du navire. Récupération de chaleur aussi. Par exemple, honnêtement, là, on peut sauver jusqu'à 20-30% d'émissions de CO2. Le CO2 est proportionnel, non, il y a un rapport cubique entre la vitesse et la consommation, et donc l'émission. Donc, c'est très important. Ensuite, il y a la partie, j'allais dire, optimisation opérationnelle du navire. Et là, faut un peu de contexte peut-être. À une époque, lorsqu'un armateur commandait un navire auprès d'un chantier naval, il y a quand même quelques années, l'intérêt, c'était d'avoir un navire qui aille le plus rapidement possible, livrer la marchandise le plus rapidement possible et optimiser, du coup, la rentabilité du navire. Pour ça, donc il y avait des machines puissantes, pour ne pas dire surpuissantes, et du coup, le navire allant plus vite, il fait des échantillonnages à bord du navire digne de ce nom pour résister aux résistances de l'eau, des vagues, de façon plus importante, quoi. Et le résultat, aujourd'hui, c'est qu'on a des files d'attente dans les ports. Et donc, un navire peut attendre jusqu'à 1 semaine avant de décharger. Et là, c'est une perte d'exploitation. C'est une perte d'exploitation. Pourquoi ? C'est parce que les ports ne sont pas encore optimisés comme ils devront l'être à l'avenir. Donc aujourd'hui, la réflexion, c'est de dire, mais construisons des navires pour une vitesse de service donnée, qui sera une sous-vitesse inférieure à la vitesse contractuelle qu'on pouvait avoir, vous savez, il y a quelques années. Ça, c'est le premier élément. Et adoptons le principe de just in time, c'est-à-dire définissons la route et la vitesse du navire pour arriver au moment où il va décharger dans le port. Donc, on décongestionne les ports. Et là, avec les puissances des algorithmes, les données sur lesquelles on est capable de capitaliser, c'est un vrai levier de décarbonation. Donc, voilà, il y a trois vraiment. Il y a un aspect opérationnel, un aspect énergie à bord et un aspect fuel pour la décarbonation. Ce qui m'amène à l'OMI, il nous faut une réglementation internationale. C'est une évidence. Si on a une réglementation uniquement régionale, on va avoir des concurrences d'une région à une autre par rapport aux systèmes qui seront mis en place. Et je pense que ce sera vraiment détrimental pour l'activité maritime. C'est nécessaire. Peut-être une dernière question avant de parler de digitalisation. On m'a dit qu'il y avait une livraison prochaine d'un pétrolier, le LR2, qui s'appelle Frontier Venture et qui va bénéficier de la notation Smart. Alors, pour moi qui connais bien les produits, là, je suis perdu, mais j'ai très envie de savoir, est-ce que ce pétrolier, c'est un peu une forme de nouvelle génération de flotte? Qu'est-ce qu'il a d'aussi innovant parce qu'il est... Il est écouté, entendu et suivi des équipes du cluster. Donc, ça me fait plaisir de l'entendre. C'est vrai qu'on a développé un certain nombre de marques de classification pour couvrir au-delà de l'automatisation des navires. L'automatisation des navires, elle a démarré, c'était dans les années 70, c'était pour le temps. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire qu'on s'abstenait d'avoir des équipages dans la salle des machinés. D'accord ? Tout était gouverné depuis la passerelle.
Alors, c'était déjà une avancée technologique importante à l'époque, et c'était ce qu'on appelait l'automatisation. Aujourd'hui, fort de toutes les données qu'on est capable de travailler, on arrive à optimiser largement l'opérabilité des navires, et ça m'amène aux espaces machines, aux machines à proprement parler. On a une quantité de données aujourd'hui qui sont détenues donc, par les motoristes. Et ces données, finalement, sont exploitées par les motoristes pour optimiser la maintenance, la performance des machines en lien direct avec les armateurs. Et c'est ce qu'on va couvrir. On va couvrir la pertinence de ces données, la qualité de ces données, et également, on y associe les aspects cybersécurité, parce que les transmissions sont extrêmement importantes entre le bord et la terre. On a développé donc ces marques particulières, j'allais dire Smart Notation, mais c'est vraiment associé à la digitalisation des navires et de l'écosystème maritime, quoi. Très bien, on parle digitalisation. Oui, on vient déjà de l'évoquer, mais c'est peut-être pour pousser un petit peu, mais la digitalisation, on sait que l'intelligence artificielle va bouleverser tous les domaines, commence à le faire d'une manière qu'on n'appréhende pas forcément d'ailleurs très, très bien. Et dans le domaine de la manière d'exploiter les navires, vous avez parlé d'optimisation des routes, de ces éléments-là. Est-ce que vous diriez qu'on entre dans une phase où la compétitivité maritime internationale dépend aussi désormais directement de la capacité à maîtriser et exploiter ces données, le data, là aussi, dans tous les domaines, est devenu le lieu un petit peu, ou l'élément central. Au niveau du maritime, ça ne fait pas exception, c'est vraiment le cas? Ah oui, oui, je vous confirme. C'est un marché extrêmement compétitif, hein. Vous regardez en marché de port-conteneurs, par exemple, vous avez des grands acteurs, des moyens, des plus petits, mais énormément d'acteurs. C'est encore bien davantage dans le secteur des cargos, de ce qu'on appelle le vrac. Là, vous avez... les promener à Athènes ou au Pirée, vous verrez, je ne sais pas, 200, 300 armateurs, un type de produit, quoi. Donc, ouais, l'esprit de compétition, il est très fort, donc il s'agit de se démarquer, d'apporter une meilleure valeur ajoutée sur votre produit. Là, la digitalisation va apporter beaucoup sur la performance du navire, et c'est pas forcément de la productivité financière, mais elle est à différents niveaux, cette productivité. Vous allez livrer dans des espaces de temps plus appropriés. Vous allez assurer une meilleure maintenance des vos navires parce qu'il y aurait plus de données. Nous, par exemple, jusqu'alors, on était plus sur de la maintenance prescriptive des navires, c'est-à-dire que l'armateur doit répondre à un certain nombre de critères. Et c'est comme ça, c'est écrit dans les textes, c'est le règlement. Là, on est en train de bouger vers une approche beaucoup plus risk-based, donc sur le risque, pour faire de la maintenance prédictive, préventive. Et ça, le digital va beaucoup aider. Analyse des données, si par exemple on détecte des réchauffements de paliers ou des vibrations sur une ligne d'arbre, on analyse des données, on a des algorithmes spéciaux qui nous permettent de dire à l'amateur, attention, là dans X temps, vous allez avoir un problème, quoi. Ça, c'est un vrai changement opérationnel, je pense, dans les flottes à l'IA. Alors, effectivement, on a parlé de technologie. Tout à l'heure, on a parlé de côté pluridisciplinaire sur les personnes du monde maritime, des marins notamment. Avec l'arrivée aujourd'hui des carburants alternatifs, des systèmes numériques embarqués, des nouvelles contraintes réglementaires. En fait, le navire, ça devient aujourd'hui un environnement technique qui est très, très sophistiqué. Mais est-ce que vous voyez, vous, émerger un risque de rupture entre l'innovation technologique et la capacité opérationnelle des équipages? Et une question dans la question, est-ce qu'au contraire, entre guillemets, les marins voient ça d'un bon œil en disant, en gros, c'est l'avancée dont on avait besoin, ça nous aide beaucoup, ou au contraire, est-ce qu'on s'y perd un peu, quoi? Non, c'est une bonne question. Et je pense que si on gère mal le problème, on aura un problème. Ouais. Non, j'entends par là, dans tous ces aspects de digitalisation, et c'est ce qu'on essaie de faire au sein du Bureau Veritas, le digitalisme de processus, on a comme des réseaux d'experts importants. Il est important de mettre, en l'occurrence ici, le navigant au cœur des développements. C'est ce que font beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier le end-user. Aller à la source. Exactement. Et si vous le mettez au cœur de ce développement, je pense qu'on aura une solution gagnante. Donc, c'est de la formation, évidemment, c'est de l'accompagnement. Mais quand je dis accompagnement, c'est-à-dire les inviter à contribuer au développement en question, ce qu'on veut faire, nous aussi, avec nos experts, c'est capital. C'est capital parce que
la façon dont un navire était opéré hier sera différente demain. C'est sûr, c'est certain. Vous prenez l'exemple simplement des voitures électriques aujourd'hui. Il y a quelques années, vous pouviez vous dépanner vous-même. Si c'est un problème d'allumage avec les vis platinées, etc. Demain, si vous êtes en panne avec voiture électrique, j'en ai vite à l'appeler. C'est déjà le cas. Quand on est en panne, on appelle. Même pour sauver une vie. C'est ça. Et donc, pour conclure sur votre point, moi, je vois ça comme une très belle opportunité pour attirer des talents dans notre écosystème. Oui. Ah oui. Alors justement, en parlant de talent, on va accueillir Marine. Marine, qui est une jeune femme qui travaille au Pôle maritime français. Et on va parler talent, féminisation. Donc, je vous demande d'accueillir Marine. Bonjour Monsieur Tuny, dans votre livre blanc, vous expliquez que la transition maritime s'inscrit désormais dans une transformation plus large de l'économie bleue. Est-ce que cela change aussi le rôle des sociétés de classification dans cet écosystème ? Oui. La vision que j'ai essayé d'apporter ici, c'était de dire la société de classification aujourd'hui ne s'adresse pas uniquement aux navires, mais à l'ensemble des parties prenantes autour du navire, voire le milieu offshore, par exemple les éoliennes flottantes ou fixes, sont certainement des éléments qui vont contribuer à l'économie de la mer. Donc c'est un peu cette vision globale que j'ai essayé d'apporter dans ce livre. Oui. Très bien. Et est-ce que ces sociétés deviennent aujourd'hui des acteurs de cohérence entre ces différentes transitions ? Oui, sous réserve qu'on apporte toujours une valeur ajoutée. Et c'est vraiment l'objet de notre stratégie actuelle. On a développé une nouvelle stratégie sur les 5 prochaines années pour transformer notre offre, notre niveau de service pour, satisfaire les nouveaux besoins de nos clients, quoi. Et c'est très important, bien sûr. Très bien, merci pour cette réponse. J'aurais une question maintenant concernant le recrutement chez Bureau Veritas. Est-ce que Bureau Veritas accueille beaucoup de jeunes ? Oui, également. Vous savez, dans Bureau Veritas, si je prends la partie maritime et offshore, la particularité de nos équipes, c'est environ 70% de profils d'origine technique. Donc des ingénieurs de différentes natures. J'ai parlé tout à l'heure d'architectes navals, d'anciens navigants, mais aujourd'hui, on doit traiter les enjeux liés aux nouveaux fuels, donc des ingénieurs en chimie, des ingénieurs en cyber, en intelligence artificielle. Donc, je pense pouvoir dire qu'on couvre tous les enjeux techniques, et pour ça, on a besoin donc de nouvelles gens. Donc là, c'est un peu un appel au nom de Bureau Veritas. Donc des ingénieurs dans différents secteurs. On est tout à fait dans l'inclusion aussi, dans la diversité. Et aujourd'hui, je pense pouvoir dire qu'au niveau des bureaux d'études, on a à peu près 30-35% de femmes. C'est toujours insuffisant, mais ça commence à être, je pense, assez significatif, mais pas assez. L'un des enjeux qu'il nous reste, c'est sur le terrain. Sur le terrain, c'est pas vraiment féminisé. Donc, on essaye d'attirer des personnes, soit venant de l'ENSM ou ailleurs, pour montrer que finalement, ce métier de terrain, c'est un métier à responsabilité. C'est également un métier passionnant parce que vous êtes entre différentes parties prenantes et vous apportez une valeur ajoutée. Je vous donne juste un exemple. Un navire arrive à quai. Il doit subir des réparations et vous avez la responsabilité de dire si cette réparation est satisfaisante ou pas. Et quand vous associez cela au taux de fret, au taux d'affrètement du navire en question, il faut quand même avoir une bonne assise, quoi, j'allais dire. Très bien. Donc merci. Oui, on est vraiment dans une phase de recrutement. D'accord. Et il n'y a pas de discrimination positive du tout. Mais on veut vraiment avoir une diversité importante dans l'entreprise. Ça fait la richesse du partage des idées, et c'est comme ça qu'on avance. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors nous, on reprend. Merci Mathieu. Alors quelques questions avant de nous séparer. Une petite question encore personnelle. On a commencé cette émission avec un souvenir. Moi, j'aimerais que tu puisses nous livrer peut-être encore un petit peu d'intime. Tu as passé une très longue carrière chez Bureau Veritas. Le maritime, tu nous as raconté tes premiers souvenirs.
pourquoi es-tu resté et pourquoi restes-tu dans le maritime? Est-ce que tu es tombé amoureux de cette filière? Qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que tu as envie d'y apporter quelque chose? Qu'est-ce qui te fait lever tous les matins pour parler du maritime? Oui. C'est une question assez vaste, donc je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Donc ma carrière maritime, j'ai un petit peu navigué, mais je suis rapidement allé chez Bureau Veritas, au stage de fin d'études, et ensuite évolution en groupe. Je crois que ce qui caractérise le maritime, et c'est ce qui m'intéresse, c'est un milieu extrêmement international, avec des parties prenantes, qu'elles soient armateurs, constructeurs, donc chantier naval, équipementiers, assureurs, affréteurs. Les gens se connaissent. Un petit monde. Oui, c'est un petit monde. On a tendance à dire que c'est un monde fragmenté, c'est vrai, mais le nombre d'acteurs n'est pas si important et les gens se connaissent. Et donc, il y a une espèce de fraternité, de collaboration. Et vous savez, lorsque je discute avec mes clients, on n'est pas considéré comme une relation client-fournisseur, mais comme un partenaire. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. Quand vous regardez, par exemple, la photo de livraison d'un navire, vous avez l'armateur, donc vous avez le président du chantier, et souvent, vous avez le représentant de la société de classification de l'autre côté. Donc, il y a une noblesse, j'allais dire, dans ce métier de la classification des navires qui fait que j'ai vraiment apprécié cette valeur ajoutée. Et après, c'est un peu lié au parcours chez Bureau Veritas, qui a été quand même très international. Donc, c'est cette adrénaline au matin quand je me lève pour répondre à des questions. Voilà, d'être confronté à du nouveau, à des défis. Et ça, c'est... Mais avec une solide expérience. Une solide expérience, oui, qui construit, je veux dire, de jour en jour. Mais c'est vrai que la partie internationale m'a beaucoup apporté dans mon développement professionnel. Ouais, à prendre de l'assurance, à prendre des décisions. Oui, ça a été assez important. Alors justement, vous avez exercé en Europe, Amérique du Nord et Asie, donc avec une vision internationale. Donc vous venez de nous faire part de son importance pour vous. Et maintenant, vous venez de prendre d'autres responsabilités avec les activités Industrials and Commodities, en bon anglais. J'espère que je l'ai bien prononcé, ça va. Et donc, en élargissant donc, votre périmètre, finalement, au-delà du maritime, simplement ou pur, si j'ose dire, mais en dézoomant un peu, finalement, si vous regardez à nouveau le maritime, enfin, vous continuez à le faire, mais depuis ces nouvelles responsabilités, est-ce que la lecture du rôle stratégique des océans et du maritime, est pour vous, a évolué et est toujours prégnante? C'est-à-dire que comment vous le regardez avec un peu de recul, finalement? En fait, ce n'est pas qu'une coïncidence, mais ce qui est intéressant, c'est dans cette évolution de l'organisation du groupe de Veritas, on a essayé, j'allais dire, de visualiser l'ensemble de la supply chain. Le navire, finalement, est un composant de cette supply chain. Après, vous avez les ports, vous avez de la production des carburants avec les compagnies pétrolières, etc., etc. Et cette Industrials and Commodities Product Lines couvre finalement l'ensemble des composants de cette supply chain. Donc, on a essayé de refléter le besoin du client dans notre organisation. Et tout ça, c'est quand même intimement lié à l'écosystème maritime, puisque vous allez avoir la production des combustibles, ensuite il y a la partie trading par les pétroliers, etc., etc. Ensuite, il y a la consommation à bord des navires, mais avant cela, vous avez les phases d'essai, etc., des combustibles. Et ensuite, vous avez la partie, j'allais dire, livraison de la marchandise, qui est également couvert donc, par cette nouvelle organisation. Donc, au-delà du navire, mais c'est l'attrait. Donc, je veux dire que le maritime est au cœur, mais on y a associé tous les éléments périphériques, encore une fois, pour avoir une offre unique devant nos clients. Et oui, je peux confirmer que le maritime reste l'élément moteur, indissociable, mais néanmoins associé à cette périphérie que je veux décrire, quoi. Le fil bleu conducteur. Une chaîne, elle est indispensable, puisque du carburant jusqu'à la livraison de la marchandise, c'est un continuum qui peut pas être, qui va être maîtrisé de bout en bout. Donc, Exactement. Et quand vous regardez les débats, par exemple, à l'OMI sur le LCA, donc Life Cycle Assessment des carburants, on va prendre en compte la partie amont, justement de la production de ces carburants. Et donc ça,
ça me permet justement d'adresser également ce point et d'avoir cette vue globale et pas uniquement consommation du carburant à bord du navire, quoi. Donc, je pense qu'on peut apporter une valeur ajoutée. C'est stratégique pour la France. C'est un mot qu'on n'a pas utilisé dans cette interview, mais vous êtes un acteur stratégique, une pierre angulaire. C'est notre objectif. C'est notre objectif. Moi, j'étais ravie, avant une dernière question, j'ai vraiment été ravie, Mathieu, d'avoir cet entretien, pas du tout confidentiel, parce qu'il est complètement public, mais on comprend mieux et on mesure mieux l'importance qu'ont les sociétés de classification et bien sûr notre société de classification française, le Bureau de Veritas. Un grand merci de nous l'avoir montré par l'intérieur, de nous avoir montré que depuis des années, eh bien, elle est bien tenue et elle fait la fierté française. Une dernière question avant de te laisser conclure. Et un grand merci d'ailleurs. Tu sais que cette année, le cluster maritime français fête ses 20 ans. Voilà, en hexagoné dans les territoires ultramarins. 20 ans, 200 ans, il y a 10 ans. Voilà. C'est ça. Le gâteau, pas notre âge. le gâteau d'anniversaire arrive. Effectivement, donc 20 ans à défendre ces 11 millions de kilomètres carrés et entre autres des questions stratégiques qu'on a un peu évoquées aujourd'hui. Avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu avais envie de participer à cette grande fête durant toute l'année 2026, en soutenant cette opération des 20 ans? Déjà, on est cofondateur du Cluster Maritime Français. Merci de le rappeler. Le Bureau Veritas était parmi les membres, donc il y a eu un engagement initial de notre part. Et je crois que, vu les travaux qui ont été effectués par le cluster au cours donc, de ces dernières années, on ne peut que se féliciter donc, tous les membres actifs donc, au sein de cette association. Et quand on regarde d'ailleurs la nature de ces membres, donc des gens très impliqués, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de nouveautés, et je pense que ce drapeau que tu portes avec le cluster aujourd'hui reflète bien l'ambition française d'être visible, d'être compétitive par rapport à l'international. Et là, j'ai peut-être une anecdote à indiquer. La France reste un acteur majeur dans le transport de méthane. Et ça, c'est lié à des raisons historiques. Aujourd'hui, c'est GTT Butorman qui a un monopole. Alors, j'aime pas trop utiliser le monopole, mais en tout cas, qui est l'acteur principal sur les systèmes de containment dans le gaz. On est des acteurs majeurs dans le gaz en tant qu'armateur, en tant qu'opérateur. Nous, on certifie ces membranes, etc., etc. On a construit une expérience vraiment unique en France sur le plan des nouvelles technologies. Et je pense que si, avec le support de Cluster et ses membres, que, j'allais dire, développer et réitérer ce genre d'expérience, ce sera une belle histoire. Ce sera une belle histoire. Merci Mathieu, merci. Et bien, à très vite pour une prochaine émission, monsieur. Et encore, merci Mathieu. Merci, la Au revoir. Merci. Au revoir.